Merci beaucoup Olivier Midière. On va maintenant passer à la table ronde suivante qui est consacrée au rôle de l'État et qui s'appelle l'État grand architecte ou grand serviteur de la société numérique. Bonjour à tous. Alors, l'État est-il un grand serviteur ou le grand architecte d'une société numérique? Pour en parler, nous allons recevoir 5 intervenants. Je vais leur demander de me rejoindre. Alors donc à ma gauche, Olivier Moreau, vice-président de la Digital Task Force du MEDEF et vice-président Business Development du bureau Veritas. Ensuite Sébastien Soriano, président de l'ARCEP. Estelle Sauva, haut-commissaire à la transformation des compétences. Aude Costa de Beauregard, responsable de département auprès du délégué interministériel à la transformation publique Thomas Cazenave, c'est un long titre. Elle est en charge de la performance des services publics et de la transformation numérique et managériale. Et enfin, Nicolas Montsarrat, directeur santé et services publics pour l'Europe, l'Amérique latine et l'Afrique chez Accenture. C'est justement Nicolas Montsarrat à qui on va donner la parole en premier. Il va nous parler pendant une dizaine de minutes et nous donner les clés pour comprendre les enjeux de cette table ronde. C'est à vous. Ou en tout cas des thèmes pour que tout le monde puisse discuter après. Peut-être un petit point d'entrée pour faire une introduction contextuelle sur ce sujet-là. J'ai choisi le thème de l'État plateforme pour parler du rôle de l'État sur du développement du numérique dans un pays. Qui est un thème qui s'applique assez bien, je pense, au débat. Donc, qu'est-ce que c'est que l'État plateforme, rapidement? C'est le fait de repenser comment l'État peut créer du bien public, créer du développement économique, créer de l'activité dans un pays, en s'appuyant sur une logique d'écosystème, en étant connecté avec le secteur privé, les associations, les agents publics, des citoyens, au travers de démarches d'innovation, de collaboration commune, dans l'objectif simultanément d'améliorer le service rendu au pays, aux entreprises, aux citoyens, et puis de créer de la croissance. Donc ça, c'est la logique d'État plateforme, qui est un thème assez fort. Et donc, je voulais donner quelques exemples de ce que faisaient les autres, pour qu'on puisse discuter de la pertinence ou pas de ces démarches-là pour la France. En commençant par l'exemple de Singapour, et je vais le contextualiser. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, ces démarches-là doivent être par secteur, c'est-à-dire commencer une réflexion sectorielle. Si vous prenez Singapour, qui est un pays dont toute l'économie tourne autour du trading, l'accès au trading est le clé du développement économique à Singapour. Et aujourd'hui, le pays est un peu en danger parce que les autres pays sont en compétition. Donc, qu'est-ce qu'on fait en utilisant le numérique pour développer cette activité économique? L'État, en fait, a lancé un programme de développement d'une nouvelle plateforme, une activité économique de plateforme autour du trading, avec au centre un investissement public sur son cœur de mission, qui est la douane. Donc, créer une plateforme numérique qui gère des enregistrements d'entreprises, des déclarations de trading, des droits de douane, des transactions, des choses comme ça, qui est son cœur d'État. Et quand il l'a conçu en fait dans une logique d'écosystème pour que les acteurs de l'activité économique qui sont autour, les financiers, les assureurs, les traders, etc., puissent se connecter et interopérer autour de cette plateforme en utilisant les données et les services numériques de l'État pour leur propre développement économique et se développer autour de leur activité de trading. Et en complément, il a organisé une activité d'innovation qui permet à des tiers, des petits acteurs, des nouveaux acteurs, des startups, d'inventer de nouveaux services qui s'appuient sur les données de la plateforme en question. Et vous avez quelques illustrations là, en disant pourquoi pas un Airbnb, un warehouse pour partager des entrepôts ou des choses comme ça. Donc c'est une initiative publique, l'État est acteur, et en même temps il organise, il fédère, il est l'architecte du développement d'activités économiques dans un secteur. Donc c'est une des logiques d'initiative d'État plateforme, comment je crée de la croissance en jouant mon rôle et en coopération avec tout le monde. Je vous citais un deuxième exemple en fait, tiens, la page n'est pas complète, qui est un pays assez développé, qui nous ressemble un peu, qui est la Norvège, et qui, depuis des années, a investi dans une plateforme numérique nationale
qui a commencé il y a très longtemps comme étant une plateforme de formulaire. On pouvait se connecter comme citoyen, comme entreprise, mettre des données et les transmettre à l'administration, et qui est en train d'en faire un outil de développement du pays en tant que plateforme numérique nationale. Et la logique, c'est de dire la valeur de l'État, c'est d'apporter l'identité électronique. Chaque citoyen, chaque entreprise est enregistrée. Elle gère les annuaires, les registres. Et donc, quelque part, elle a toutes les informations de référence qui permettent à l'État de devenir un tiers de la confiance numérique et d'apporter ses propres services à lui-même, que ce soit le gouvernement central ou le gouvernement locaux, aux entreprises ou à des tiers, des collectivités, des choses comme ça. C'est une deuxième démarche de type plateforme. Après, il bénéficie d'un point de départ qui est assez fort, puisqu'aujourd'hui, je crois que 75% des entreprises sont déjà enregistrées, les citoyens sont tous enregistrés aussi. Et quelque part, l'État peut inciter à la création de nouveaux services numériques en valorisant cette plateforme technologique dans une logique d'innovation, dans un objectif in fine. Alors, en Norvège, les priorités sectorielles sont très différentes de Singapour. C'est plutôt un secteur de santé ou un secteur de service à la personne, le care, ce qu'ils appellent le care, qui sont les secteurs prioritaires, mais ils sont en train de s'engager aussi dans cette logique de plateforme. Ça ne marche plus. Je suis passé rapidement sur un thème qui est important, mais et en Norvège et à Singapour, ils les ont déjà. C'est comment est-ce qu'on crée les infrastructures nécessaires pour que tous ces services puissent effectivement fonctionner. Et donc, au-delà du sujet de la connectivité des réseaux, des territoires, etc., il y a des sujets aujourd'hui sur les démarches de plateformes numériques qui sont autour de sur quelle technologie investir et surtout quelle technologie de demain, que ce soit des robots, de la 3D, cognitive computing, des choses comme ça. Et quand on accompagne, nous, nos clients sur des démarches de plateforme ou de développement par la technologie de l'économie des pays, on leur dit vous devrez comprendre les différentes technologies et vous devez surtout comprendre leur horizon de maturité de manière à investir sur les bonnes. Si vous prenez le secteur de la santé, ou n'importe quel secteur d'ailleurs, est-ce que vous investissez sur les technologies matures? Est-ce que vous anticipez à 10 ans sur des technologies futures? Un exemple, pour donner un troisième et dernier exemple sur ça, c'est les pays du Moyen-Orient, un des pays du Moyen-Orient qui dit je vais créer un système de santé de demain qui n'existe pas encore, c'est avec ça que je vais créer de la croissance, et en fait je vais investir dans les technologies de santé émergentes qui seront mûres dans 10 ans, et comme ça, j'aurais créé un secteur nouveau, une croissance nouvelle dans ce secteur. Donc le choix des technologies est important, et donc le choix des investissements aussi. Et donc pour la transition avec le débat, quels investissements faire dans les infrastructures technologiques, émergentes, matures, etc. Quels sont les secteurs clés? Quelles sont les priorités en France? On peut imaginer le secteur social, la santé, ou des secteurs comme ça qui ont vraiment besoin de transformation et de connectivité numérique. Le numérique est aussi un levier fort d'économie par l'automatisation, etc. Et on sait que quelque part, il y a toujours un équilibre entre le numérique utilisé pour faire des économies et les investissements nécessaires pour créer de la croissance demain. Donc, comment équilibrer tout ça et comment éviter de faire juste du numérique pour dématérialiser et faire simplement des économies. La gouvernance entre l'État, les collectivités et tout le millefeuille français, qui est probablement un frein assez fort aujourd'hui sur ces transformations numériques d'État plateforme. Et puis évidemment, ça transforme le rôle des agents, ça transforme le rôle de la gouvernance. Et donc comment fait-on pour accompagner ça et quel rôle des entreprises pour le développement? Dans tous les exemples précédents, les entreprises sont acteurs de ça. Donc comment faire des entreprises acteurs de la transformation sectorielle en France dans une logique d'État plateforme? Voilà, c'est pour donner un peu de contexte. Merci Olivier Montsara pour cette présentation, Nicolas Montsara, pardon. Donc le premier volet de notre discussion, ça va être la transformation numérique de l'État. Cette transformation numérique de l'État, elle passe d'abord par une déclinaison des services publics, une déclinaison numérique des services publics que propose l'État. Alors je me tourne vers vous, Olivier Moreau. Comment est-ce que les entreprises peuvent aider l'État à créer et à enrichir ces services publics numériques ? Oui, bon, merci. Préalablement, je vais faire une petite présentation de MEDEF International, puisque je représente MEDEF International et non pas le MEDEF. En fait, MEDEF International a pour vocation à renforcer le développement des entreprises françaises à l'international, principalement dans les pays émergents et les pays en voie de développement. Donc les exemples que je pourrais donner, la plupart du temps, seront étrangers, ne seront pas français. Et la task force numérique, en fait, a été constituée parce que l'on considère que nous avons un écosystème en France avec des acteurs tels que Edemia, Gemalto, Orange, Bureau-Veritas ou autres, qui permettent d'être actifs dans les domaines de l'e-gouvernement, de l'identité numérique et de la cybersécurité. Donc, pour répondre à votre question sur ce qu'on peut voir à l'étranger,
Déjà, je prendrai le concept d'État plateforme et je le détaillerai un peu. C'est-à-dire que dans l'État plateforme... Je vous interromps une petite seconde. Avant de parler de l'État plateforme, déjà sur les services numériques verticaux. Voilà, j'y viens. C'est que dans l'État plateforme, vous avez les services numériques, vous avez également les registres. Les registres, c'est la matière première sur laquelle se basent les services. Les entreprises privées peuvent avoir une valeur à la fois sur les registres et sur les services. S'il s'agit des registres, par exemple, lorsque l'Estonie a rendu sa carte d'identité numérique, les banques, tout de suite, ont donné des lecteurs digitaux, ce qui a permis à la population de pouvoir s'en servir dans la vie de tous les jours. Vous avez des sociétés, vous avez des réseaux qui peuvent aider à l'identification. Par exemple, en France, la Poste maille tout le territoire. Tous les jours, il y a une identification visuelle par du personnel de la Poste de centaines de milliers de personnes. Donc ça veut dire que pour l'État, ça permet d'avoir des relais. Le secteur privé peut servir de relais pour toutes les activités de type identification, par exemple. Ensuite, dans les registres, donc qui est la matière première des services, les concepts de fiabilité, d'actualisation sont clés. Lorsque les données sont erronées, manquantes, obsolètes, très clairement, les services ne peuvent pas être rendus. Alors là, je donne un exemple très concret. Bureau Veritas, en partenariat avec une banque centrale dans un pays hors OCDE, opère une plateforme nationale dédiée aux assurances obligatoires. Et dans ce cadre-là, lorsqu'une personne s'assure, il faut 2 à 3 minutes pour s'assurer, il y a une synchronisation de l'ensemble des registres publics et privés. Donc des registres publics qui sont reliés à la police, à la banque centrale, des registres privés qui sont reliés aux compagnies d'assurance, à la banque par laquelle la transaction s'opère. Et donc ça permet d'avoir avec cette synchronisation une actualisation en temps réel de tous les registres. Ce qui permet que lorsque l'État propose un service, par exemple ici, si on parle de l'assurance responsabilité civile automobile, eh bien, son registre avec les véhicules dans le pays, avec le propriétaire du véhicule et toutes les données, est correct parce qu'elle est constamment mise à jour. Donc le privé peut aider dans ce cas-là à s'assurer que les registres soient bien corrects et permettent d'assurer un service. Ensuite, en termes de services, les entreprises privées peuvent générer de la donnée. Par exemple, les armateurs, les compagnies maritimes, qui 48 heures avant l'arrivée en France envoient aux douanes la liste de toutes les marchandises qui vont être déchargées, permettent aux douanes de faire le ciblage, le profilage, la liste de risques. Donc ça veut dire que le secteur privé peut générer des données qui seront utilisées pour des services publics. Il y a également une valeur en termes de financement. Là, je parle de partenariat public-privé, de concessions, de BOT. On s'aperçoit que dans un certain nombre de pays, c'est un mode qui permet non seulement d'apporter un financement, mais également un mode de gouvernance. Parce qu'on s'aperçoit notamment, si je reprends l'exemple de Singapour, que dans des guichets uniques du commerce extérieur ou des guichets uniques portuaires pour les aspects logistiques, le temps du privé, le temps de l'entreprise n'est pas le temps de l'administration, n'est pas le temps des institutions internationales. Et en termes de réplication de bonnes pratiques, très clairement, lorsqu'il y a une gouvernance partagée, dans le cas par exemple d'un PPP, il peut y avoir une saine émulation. Alors, Aude Costa de Beauregard, vous dites que c'est très bien de développer ces services publics verticaux, ces communautés d'État plateforme, mais qu'il faut aller plus loin. Pourquoi ça ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, effectivement, la numérisation des services en ligne, c'est une priorité. C'est même un engagement. 100% de démarches en ligne d'ici début 2022, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque d'ailleurs, on ne sait même pas recenser l'ensemble des démarches aujourd'hui. Donc, on va en faire appel à l'intelligence collective. Il y aura un tableau de bord contributif où chacun pourra venir dénoncer l'État si l'ensemble de ces démarches ne sont pas encore numérisées. Donc, c'est un engagement très fort avec des chantiers transverses pour développer les infrastructures nécessaires d'État plateforme, pour développer une identité numérique, qui existe déjà mais avec France Connect, mais la développer très très fortement, y compris dans des niveaux plus sécurisés. Et voilà, donc atteindre 100% de ces démarches en ligne. Mais nous, ce qu'on se dit à la délégation interministérielle à la transformation publique, c'est qu'il faut aller plus loin, qu'on a une urgence aujourd'hui à transformer l'État, qui doit intégrer des ruptures et que le numérique en fait partie.
Ces ruptures, elles seront nécessaires. Vous le voyez là, on a des besoins de nouveaux services publics. Il y a aussi des champs où les services publics doivent être grandement améliorés, que ce soit des attentes prioritaires autour de l'emploi, de la santé, de l'éducation. Et ça, on doit le faire et même en diminuant les finances publiques. Donc c'est une équation qui dure depuis des années maintenant. Et une des façons d'y répondre, c'est le numérique. Mais pour ça, il faut qu'on pousse les curseurs beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que nous, on s'intéresse à la transformation numérique des métiers de l'État, au-delà de ses démarches et des services qu'il rend. Et donc, la question qu'on se pose, c'est si demain, on pousse très loin les curseurs de l'intelligence artificielle, des robots, de la digitalisation des relations avec les usagers, quel sera le visage des métiers et des compétences de l'État et comment on s'y prépare? Et alors justement, quelles sont les pistes? Comment on prépare les agents du service public au changement de leur métier, et aussi ça implique de nouvelles méthodes managériales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Alors déjà, la première chose à faire, c'est la vision. Nous, ce qui nous frappe, c'est qu'aujourd'hui, cette vision des métiers de demain de l'État n'existe pas. Il y a des tas de rapports qui vous expliquent combien les entreprises vont perdre d'emplois, enfin l'économie va perdre d'emplois. Qu'est-ce qui sera attaqué par la robotisation? Qu'est-ce qui sera digitalisé? Qu'est-ce qui sera transformé par le numérique parce qu'il y aura une interaction homme-machine très importante? On se doute que les métiers de l'État vont être très concernés par la volumétrie des données, gérées par l'État, les volumes des relations avec les usagers, mais aussi le type d'activités qui sont beaucoup d'activités très standardisées, de contrôle, d'instruction. Et pourtant, comme si l'État ne voyait pas venir la vague, il n'y a pas cette prise de conscience et en tout cas cette formalisation de la vision vers laquelle on va. Donc pour nous, le premier temps, c'est de créer cette vision, de la partager au sein de l'État, de pouvoir dire quel sera le contenu, le contenu du métier du policier de demain, du métier du médecin. C'est assez balisé parce qu'il y a beaucoup de la santé est très développée, y compris dans le privé. Mais quel sera le métier du contrôleur fiscal de demain que vous aurez en face de vous? Comment son métier sera transformé, enrichi, modernisé, pour partie aura disparu de contrôleurs et puis c'est valable pour les usagers, surtout sur l'agent CAF de demain, etc. Donc un temps de vision et puis ensuite se donner les moyens d'accompagner parce que les managers et les organisations qui seront impactés à la fois parce qu'il nous faut former aux nouveaux modes de transformation de l'action publique. Donc former au design thinking, à d'autres modes de conception des services publics. Ça existe un peu, mais il va falloir le faire beaucoup plus. Mais plus encore, le numérique va venir percuter nos organisations qui sont d'ailleurs aussi les vôtres dans les grandes entreprises parfois ou dans les plus petites, assez silotées, assez verticales. Comment on accompagne les managers à faire leur évolution et à aller vers des modes plus déconcentrés, avec plus de marge de manœuvre. Et pour ça, on va créer une université de la transformation publique qui sera une école, mais nouvelle, d'un nouveau type, où les managers pourront aussi vivre des expériences qui les projettent vers le monde numérique de demain, leur rôle de demain, et un peu d'aujourd'hui aussi. Alors justement, pour préparer ces changements, l'État a lancé un fonds d'investissement doté de 700 millions d'euros pour mener cette transformation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il va être utilisé et quels acteurs vont être impliqués, quels acteurs de l'État? Est-ce que les entreprises seront impliquées aussi? Alors, du coup, ce fonds, c'est pas nouveau l'idée d'investir pour accompagner une transformation, mais pour l'État, ça l'est quand même un petit peu. Il y avait déjà eu des plans, mais à ce montant-là, c'est assez inédit. Il y a d'ailleurs 200 millions d'euros dès 2018. Donc pour accélérer la transformation, le premier appel à projet a été lancé. On a quand même, pour vous donner une idée, près de 200 projets qui nous ont été soumis pour cette première vague, dans des délais très courts. On sait que les administrations étaient prêtes à lancer ces projets. Il est aussi inédit par son montant, mais par son objet. Donc il y a un processus de sélection effectivement de ces projets qui est mené par notre direction, mais aussi en lien bien sûr avec la Caisse des dépôts, avec la direction du budget, avec la direction du numérique de l'État.
Et on va regarder deux choses. La première, s'il y a un retour d'investissement d'ici 3 ans. Donc ça, c'est quand même une exigence sur de l'accompagnement à la transformation que l'État se fixe et qui est nouveau. Et la deuxième chose, c'est qu'on va vraiment veiller à investir dans des... c'est beaucoup du numérique, bien sûr, dans les projets qui nous sont soumis, à plus de 80%, c'est des projets numériques. Mais on va sélectionner ceux qui transforment en profondeur le cœur de métier de l'administration et pas simplement des projets soit très innovants mais qui pourraient être un petit peu accessoires au cœur de métier, ni des projets qui sont de la pure reproduction mais en numérique ou digital de ce qui se faisait avant. Donc on cherche vraiment à accompagner ceux qui vont un cran plus loin et qui redessinent le contenu de leurs interventions. Alors, on vient de parler, Estelle Sauva, de la formation des agents de l'État, mais il y a aussi un besoin de formation au numérique auprès de toute la population. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du plan d'investissement en compétences qui est en cours de préparation, et en particulier son volet numérique ? Alors, d'abord, peut-être 2 mots sur le plan d'investissement, parce qu'il est d'une certaine façon le passage concret de l'action au faire, c'est-à-dire à la mise en œuvre opérationnelle dans un monde qui est en expansion par ces 2 vagues de transformation. Vous en avez beaucoup parlé avant, donc je ne vais pas y revenir. Nous, on a un Mestralet devant nous avec 2 vagues. À bâbord, le numérique, à tribord, la transformation écologique et énergétique. Et par là même, ce Mestralet, c'est pour nous l'enjeu d'investir assez massivement sur la formation, sur les compétences, parce qu'on pense que c'est un des premiers remparts au chômage, certes, mais aussi un des premiers leviers de la compétitivité nationale et internationale. Alors, je ne vais pas y revenir très longuement, je vais parler des chiffres et du comment on s'y prend concrètement. Le chiffre, il n'est pas neutre, il est de 15 milliards. 15 milliards, c'est 15 milliards pour former 2 millions de personnes et préparer le compte personnel de formation pour 26 millions d'actifs. Ça nous propulse tout de suite dans une dimension assez inédite. D'abord parce que depuis 3 décennies, nous n'avons jamais engagé un tel investissement dans notre pays. 2, assez inédit parce qu'en Europe, nous ne faisons pas autant pour les jeunes et pour les demandeurs d'emploi. Et en fait, est-ce que c'est ça qui est inédit ? Je l'ai dit à plusieurs reprises, je crois que c'est le rythme auquel les transformations se transforment qui est inédit, et donc d'une certaine façon l'ampleur en matière de formation pour travailler sur la question de l'inclusion, et j'y viendrai sur la question de l'inclusion numérique, est absolument déterminante. Et donc pour nous, l'enjeu, au-delà de la conception d'une plateforme, du faire autrement, c'est de passer tout ça à l'échelle et de réussir à accélérer cette transformation, alors même que l'économie est déjà à un rythme de transformation absolument démentiel. Transformer en profondeur, c'est donc aussi rythmer le rythme de la transformation des acteurs publics comme des acteurs de la formation professionnelle. Et là, comme c'est pas totalement optimal, on voit bien qu'on avait un enjeu d'engager une réforme en profondeur. Donc c'est les 2 de concert qu'on engage, le plan d'investissement dans les compétences d'une part. Et donc ce PIC, j'ai pas le droit de dire les acronymes, donc c'est ce plan d'investissement dans les compétences, il vaut au moins ça quand ça pèse 15 milliards. Il va préparer cette immense plateforme numérique, le compte personnel de formation, qui a pour ambition de rendre la vie un peu plus simple à nos millions de concitoyens, de salariés, de demandeurs d'emploi en matière de formation professionnelle. Alors, c'est pas une large épreuve. Je sais que je vous appelle bientôt à l'œuvre pour venir m'aider parce que le chantier est immense. Il est immense parce qu'il va supposer un choix éclairé pour tout le monde, permettre aux uns et aux autres de choisir des formations. Et donc pour nous, le numérique, ça irrigue tous les niveaux, c'est-à-dire d'abord de la conception sous d'autres modèles de plateformes numériques, la conception par le fait de s'emparer de la big data et de l'IA, et on ne va pas dire que le marché n'est pas prêt à cela, il regorge d'intelligence, donc tout notre objectif, c'est de ramener ce travail d'écosystème dans une approche de gouvernance un peu horizontale pour accélérer ce processus dans le cadre de ce futur compte personnel de formation. Et puis le deuxième axe, bien sûr, c'est sa verticalité pour faire en sorte de délivrer des euros, c'est-à-dire des moyens aux individus pour se former plus facilement et passer à l'échelle, c'est-à-dire faire en sorte qu'on libère la formation, que les gens puissent répondre à cette aspiration personnelle qui est de choisir leur formation. Et accessoirement,
si on fait tout ça, donc ça c'est ce que je dirais la big picture, eh bien on ne peut pas passer à côté d'une réalité qui est celle de la question de l'illettrisme ou de l'électronisme dans notre pays, c'est-à-dire tous ceux qui risquent de rester à côté, tous ceux qui risquent de rester au bord de la route, au bord du chemin, peu importe comment on évoque cela, c'est-à-dire tout cet enjeu d'inclusion qu'on doit embarquer. Et là, le numérique, greffé à l'évolution écologique qui est devant nous, qui n'est pas totalement mature aujourd'hui, d'ailleurs, même en termes de métier. Je pourrais y revenir, mais au fond, elle conjugue une réalité, c'est que ça doit nous permettre, d'une certaine façon, de former avec des moyens qui sont permis pour des gens qui sont aujourd'hui peu qualifiés, qui sont des jeunes, qui ont des appétences, des compétences cognitives, et qui, grâce au digital, d'une certaine façon, ont une place dans les entreprises qu'elles n'avaient pas hier sans formation. Donc il y a un effet levier sur lequel on doit jouer. C'est pour ça que ces 15 milliards, ils ne vont pas servir qu'à faire notre plateforme du compte personnel de formation, ils vont massivement être orientés sur la formation des jeunes et des pas qualifiés, parce que pour nous c'est un drame social et politique que de se retrouver avec une telle masse de demandeurs d'emploi. Et le numérique est un immense levier. Depuis début janvier, on a déjà engagé 200 000 formations, donc c'est un processus qui va vite. Avec les ministres Muriel Pénicaud et Mounir Majoubi au secrétariat d'État au numérique, dans quelques jours, nous annoncerons l'engagement sur 10 000 formations numériques de plus. Donc il faut bien penser que ces 2 millions de formations de plus dans notre pays sur les 5 ans qui viennent sont 2 millions de formations de plus que ce que produit l'effort collectif en matière de formation. Donc j'espère que ça répond à la séquence précédente qui misait sur le double enjeu, c'est-à-dire aller vite et changer d'échelle. Le pic, c'est les deux à la fois. Qu'on comprenne bien, pourquoi est-ce qu'on a besoin de former au numérique des populations éloignées de l'emploi qui ne vont a priori pas travailler dans le secteur du numérique, et quel genre de compétences elles vont développer qui vont les aider à améliorer leur employabilité? Parce que le numérique, il irrigue tous les secteurs d'activité. Il ne s'est pas arrêté aux frontières des start-up numériques. Il immerge l'ensemble de notre monde, de notre économie, des chaînes de production, en passant par le TP, la BIM, les smart factories ou smart cities. Enfin, on peut faire la liste est longue. Et d'une certaine façon, on est aussi face à quelque chose qui est criant face à nous, c'est des employeurs qui crient à la pénurie. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on sait que depuis ces 10 dernières années, peu ou prou, c'est 4% d'accélération en offre de besoins en recrutement, enfin, je le dis mal, mais en tout cas de 4% de recrutement, de rythme de recrutement par an qui ont été démontrés dans le secteur du numérique, là où c'était 0,4% à peu près pour le reste de l'économie. C'est 80 000 personnes de plus qu'on sait nécessaires dans le secteur du numérique jusqu'en 2020. Maintenant, vous le démultipliez par tous les secteurs ou l'ensemble des filières professionnelles sur lesquelles on va avoir besoin, d'une certaine façon, de digitaliser, quels que soient les formats. Et donc, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir une compétence spécifique numérique qui est déterminante, c'est aussi d'avoir le bloc de compétences complémentaires à un métier qui bouge. Quand on dit que 50% des métiers vont être amenés à évoluer, ce n'est pas 50% des métiers sur leur base générique qui vont bouger. C'est l'ensemble des blocs de compétences qui vont être nécessaires pour faire en sorte que ce métier puisse s'exercer dans d'autres environnements ou évoluer avec ce processus d'accélération, de transformation lié. Je vais prendre des exemples. Moi qui ai visité les chaînes de production il y a déjà quelques années, je me rappelle de DRH qui me disait Estelle, mon rythme R&D, j'avais 5 ans pour faire une chaîne de production, en tout cas transformer mes compétences et les former. Aujourd'hui, j'ai plus que 2 ans. Donc ça, c'est le rythme. Ça, c'est pour voir à quel point ça va vite. Et de 2, l'achat du Cobalt sur ma chaîne de production, c'est plus que 30 000 à 90 000 euros. Je vois bien que je vais devoir faire bouger mes compétences, mais je ne sais pas précisément où. Donc tout l'enjeu, c'est d'aider d'une certaine façon à accélérer sur des compétences qui peuvent se former hier d'une chaîne de production à évoluer vers un métier de technicien de maintenance. Et on voit bien que le passage de l'un à l'autre, il est déterminé par plusieurs éléments. La capacité de passer d'un métier générique en acquérant des compétences spécifiques complémentaires, liées aussi à vos compétences sociales qui vous permettront de travailler dans cet univers. Pour les peu qualifiés, c'est un peu différent. C'est une voie d'accélération.
une voie d'accélération parce que quand on accélère sur ces formations, on va plutôt sur du hardware, c'est vrai, sur des métiers de codeurs, sur du dev. Mais notre économie, là, elle crie à la pénurie. Et donc, elle a besoin finalement de déterminer des processus beaucoup plus rapides pour entrer en formation, donc ce qu'on appelle de l'achat agile de formation. Et là, c'est le déterminant, celui qui va exprimer le besoin, avant tout, c'est vous, c'est les employeurs. C'est qu'à partir du moment où vous exprimez le besoin, les services, l'industrie, j'ai envie de dire, du service public de l'emploi doit se mettre en mouvement. Et c'est là où on libère des moyens et des processus facilitants pour permettre à ces jeunes et à ces demandeurs d'emploi de pouvoir rentrer plus rapidement en formation. Voilà. Et là, pour le coup, il y a de l'avenir. Alors justement, on vient de parler de ces compétences numériques de base qui améliorent l'employabilité finalement, peu importe l'emploi qu'on recherche. Mais vous souhaitez aussi développer des emplois peu qualifiés dans le numérique. Alors c'est vrai qu'on a souvent l'image de l'ingénieur au moins bac+5, de postes dans le numérique très qualifiés. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu quels sont ces métiers peu qualifiés dans le numérique ? On va passer de la forge numérique d'hier à l'imprimante 3D en passant par le code sous toutes ses formes, j'ai envie de dire. Donc c'est les nouveaux apprendre à lire, écrire, compter et coder, voilà. Et donc le codage va se retrouver sur une série de métiers. Vous allez la voir assez fortement sur des métiers d'ingénieur, c'est vrai dans le secteur du BIM, par exemple pour le TP. Vous le retrouverez dans la filière agricole ou animale également. Mais d'une certaine façon, ces secteurs, ces filières cherchent ces codeurs de demain. Et j'étais pas loin qu'il n'y a pas plus tard qu'une semaine sur la mise en place d'une école inclusive. Alors pour le coup, là, celle-ci est en Ile-de-France, mais avec des profils qui viennent de tout univers, qui sont d'ailleurs pas toujours des personnes peu qualifiées, souvent des gens qui ont déjà fait un bac, qui ont obtenu leur bac +2, et qui ont besoin de compléter leur formation pour s'assurer un devenir. Et donc là, j'y ai rencontré des jeunes handicapés également, qui ont des appétences accrues au numérique et qui sont en capacité aujourd'hui de se préparer au métier de l'IA. Et en fait, la particularité du digital sous tous ces nouveaux formats pédagogiques, quels qu'ils soient, c'est justement ça, c'est d'avoir des formations entre 6 et 12 mois totalement intégrées, avec des formats apprenants qui vous permettent d'apprendre à réapprendre autrement, avec le champ de la gamification. Bien sûr que pour faire de l'IA, il vous faut quand même un socle mathématique suffisant. Mais tout ça est travaillé en test, travaillé aussi par appétence. On voit bien des jeunes qui se battent pour arriver sur ces métiers parce qu'ils sont aussi attractifs. Sous-estimons pas que cette vague de jeunes qui vient sur ces métiers, elle y vient aussi parce qu'elle y trouve une réponse économique à la sortie. Donc la marche à passer, elle est élevée, et pour autant, on voit bien que ces jeunes se donnent tous les moyens, et ces jeunes vont au-delà de la trentaine, pour pouvoir revenir sur ces nouveaux formats pédagogiques, rentrer dans ces formations, et à la sortie de cette école IA, peu ou prou aujourd'hui, j'ai vu là, c'était une classe, ils étaient une trentaine, 30 ont un contrat de travail à la sortie. Alors vous le savez probablement, Estelle Sauvin, en 2017 en France, il y avait 77 000 projets de recrutement dans le numérique, dont la moitié considérés par les entreprises comme des recrutements difficiles. Donc est-ce que ce plan ponctuel de 10 000 formations vous paraît suffisant au regard des besoins énormes du secteur ? Alors, il faut penser non pas 10 000, mais 2 millions. Il faut penser ensuite étape par étape. Moi, j'aime bien rester manœuvrante en matière d'investissement, d'abord parce qu'on m'a confié une masse assez importante et que j'ai envie qu'elle vise sa cible. Je pourrais annoncer 2 millions tout de suite sur un seul modèle avec un produit en croix. J'ai divisé tout ça et accessoirement, ma mission serait terminée. Je pourrais déjà passer au cap suivant. Honnêtement, répondre aux besoins de l'économie, c'est beaucoup plus complexe que cela. Donc 10 000 formations numériques, non, ce ne serait pas suffisant pour répondre aux besoins de l'économie. On a commencé à faire partir les premiers besoins et on voit bien que pour tous les secteurs dans le numérique, la demande est beaucoup plus élevée.
Pour autant, elle n'est pas ou rarement qualifiée par les branches professionnelles. Donc moi, j'en appelle aussi demain sur les métiers en tension, et puisque c'en est un, de mieux qualifier, de nous dire précisément où, et avec des structurations qui nous permettent d'investir au juste endroit. Ça, c'est pour éviter de saupoudrer, de faire n'importe quoi avec un investissement. 2, c'est un investissement pour 2018, et ça veut dire forcément qu'on va accélérer à plusieurs égards. 200 000 formations depuis le début de l'année avec les régions, avec Pôle emploi, dont 10 000 formations spécifiques sur le numérique, dont 10 000 formations sur les métiers verts ou verdissants, dont 10 000 formations sur des formats nouveaux en FOAD, parce qu'on doit tester une série, et par des expérimentations, une série d'actions qui nous permettront d'évaluer ce sur quoi on met de l'argent, et pour s'assurer aussi que la promesse est réel in fine. Donc en complément de cet investissement qui va se renouveler à peu près tous les 6 mois par de l'innovation, par plusieurs schémas, ce sera plus d'une 60aine d'évaluations qu'on engage avec un comité scientifique pour suivre l'ensemble de nos investissements. Et puis enfin, parce qu'on ne va pas faire que de la formation, investir au juste endroit, c'est passer à l'étape suivante, c'est-à-dire introduire un hub pour la data des compétences, j'ai envie de dire, donc penser le hub des intelligences de notre pays. Et donc ça, c'est l'immense chantier, mais que je vais conduire avec mes voisins États qui vont m'aider à conduire cet immense chantier pour mieux voir, se doter d'une longue vue, arrêter d'être myope et borgne à la fois en matière d'investissement. Alors si c'est moins vrai dans le secteur du numérique, ça peut l'être dans certaines filières. Pourquoi ? Parce que les employeurs ont encore du mal aussi à exprimer leurs besoins. Et plus l'entreprise est petite, et je ne parle pas des start-up au sens start-up, plus elle est petite, plus elle ne sait pas toujours traduire ces nouvelles sémantiques en matière de besoins. Ce qui donne ce décrochage en termes de formation versus besoin de l'économie réelle. Et c'est ça qu'on doit rapprocher, c'est ça qu'on doit réconcilier en temps réel, en misant sur ces nouvelles technologies. Elles sont à notre portée, des acteurs du public comme du privé ont déjà fait des merveilles. On va s'en emparer, les intégrer, et ensuite on va essayer d'arrimer tout ça. Le plus dur, c'est d'arrimer, de diffuser pour que les acteurs de la formation s'en emparent, et j'entends là aussi le service public. Mais je crois que ma voisine en a dit suffisamment long sur le sujet. Merci. Alors, Olivier Moreau, je reviens vers vous. Estelle Sauva vient de le rappeler, c'est vrai que la formation au numérique, c'est aussi l'affaire des entreprises. Comment est-ce qu'on peut les aider à s'imprégner de cette culture numérique et à former leurs salariés à ces nouvelles réalités ? Vaste question. Le fait est, c'est que si on considère le cas particulier de Bureau Veritas, en 7-8 ans, le nombre de collaborateurs a crû de 50%. Et nous sommes actifs dans à peu près 140 pays. Donc ça veut dire que très tôt, on a eu des problématiques de formation, d'une part. Clairement, le numérique nous aide, dans le cadre de ces formations, à pouvoir toucher l'ensemble de nos collaborateurs. Maintenant, il s'est avéré que, en termes de mix, on a tâtonné, on a essayé, on a regardé. En termes de mix, on s'est aperçu que le triptyque présentiel, numérique et mise en situation nous donnait le maximum de résultats. Donc nous nous en servons pour nous-mêmes. Nous avons également mis en ligne un catalogue de formation également pour nos clients, puisqu'on est parti de notre expérience en pensant que ce qui pouvait marcher pour nous pouvait éventuellement être utile pour nos clients. Et donc on espère contribuer ainsi à remplir ces différents besoins. S'agissant de notre activité purement spécifique, qui est minoritaire, mais très spécifique d'opérateurs, de plateformes nationales pour des gouvernements étrangers, ça fait typiquement partie de la mission. C'est-à-dire que dans le cas d'une concession ou d'un partenariat public-privé, outre les différents actifs matériels, outre la plateforme technologique, clairement, le renforcement de capacité fait partie intégrante de notre mission, et ne serait-ce que pour que les services puissent être utilisés. Donc, ce qui fait que nous sommes amenés à penser très en amont, au niveau des formations, au moment de la revue de tous les processus de gestion, les processus opérationnels, puisque quand on met en place une plateforme numérique dans une communauté, typiquement, ça veut dire qu'on change. On fait de la gestion du changement, on change les processus. Et donc, ça veut dire que la partie formation, on essaie de la prendre en compte au plus tôt, à partir du moment où on travaille sur la gestion du changement. Alors, clairement, ça fait l'objet de discussions, d'un consensus. C'est une animation de communiquer, parce que lorsque vous avez différentes parties prenantes qui utilisent une plateforme à différents niveaux, eh bien, ça veut dire qu'il faut les écouter et qu'il y a vraiment des échanges.
Et c'est sur la base de ces échanges, sur la base de cette gestion du changement qu'on commence à bâtir nos modules de formation, puisque une fois qu'une plateforme est opérationnelle, c'est toute une industrie, toute une filière ou une entité géographique qui est touchée. Et donc ça veut dire qu'on doit réaliser des formations de manière massive. Donc c'est pensé très en amont. Alors ça nous amène à la dernière partie de notre discussion. C'est très bien de créer des services numériques de l'État, c'est très bien de former les populations au numérique, mais encore faut-il qu'elles aient accès au numérique. C'est ce dont on va discuter avec Sébastien Soriano, président de l'ARCEP. Alors Monsieur Soriano, vous devez le savoir aussi, d'après l'UFC Que Choisir, il y a 7,5 millions de Français qui n'ont pas un accès correct à Internet et 500 000 personnes qui n'auraient même pas d'accès du tout à Internet. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation et que fait l'ARCEP pour inciter les opérateurs à investir afin de régler ce problème? Bonjour, merci au MEDEF de me donner l'opportunité de parler ici. La France est très en retard dans les infrastructures de connectivité. Donc effectivement, nous sommes mal classés. Si on se compare à d'autres pays européens, nous sommes 27e sur 28 pour la connexion de ce qu'on appelle le très haut débit. Ça veut dire 30 mégabits, un accès à Internet de 30 mégabits. Et nous sommes 24e sur 28 pour la couverture de la 4G. Et donc cette situation, elle est effectivement inacceptable. Et je trouve que ce n'est pas très intéressant, si vous me le permettez, qu'on se penche vers le pourquoi du passé et que j'aille tout de suite à effectivement comment est-ce qu'on essaye de résoudre cette situation. Donc d'abord, et je vous remercie d'avoir pointé cette question, la première solution, elle doit venir du marché. Je vous remercie de ne pas m'avoir posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un service universel et pourquoi est-ce que vous ne mettez pas plein d'argent public pour ? Effectivement, la première question, c'est la relance de l'investissement. C'est que l'État a fait le choix de donner la main au marché en matière d'infrastructures télécom. Et donc, c'est d'abord au marché de faire l'effort pour apporter ces infrastructures. Et donc, ce que nous avons fait à l'ARCEP, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que malheureusement, ce sont des chantiers de très différentes natures qui se complètent. Mais nous avons lancé depuis 3 ans une priorité à l'investissement, c'est-à-dire que dans chacune de nos décisions, nous responsabilisons les acteurs. On va dire avec une règle assez simple qui est pas de réseau, pas de client. C'est-à-dire on pousse vraiment les opérateurs à avoir des infrastructures pour aller chercher des clients. Donc on crée une boucle de rétroaction entre les investissements et les consommateurs pour pousser les acteurs à investir. Bon, je vous renvoie au site internet de l'ARCEP dans lequel on décrit toutes les mesures qu'on a prises pour ça. Il y en a eu certaines qui ont été très visibles et conflictuelles, comme par exemple quand on a forcé le fait que le dernier entrant sur le marché mobile qui était Free sortent progressivement du réseau d'Orange. Ça a été très douloureux, ça a été très long, ça a été très compliqué, il y a eu beaucoup de contentieux, mais voilà, on l'a fait. Et donc le résultat de cette politique globale qu'on a mis en place, c'est que l'investissement dans le secteur des télécoms, qui était autour de 7 milliards d'euros par an ces dernières années, est maintenant passé à 9 milliards d'euros par an. On n'a pas encore les chiffres pour 2017, mais on pense que ce sera encore autour de 9 milliards d'euros par an, donc plus 30% dans les investissements dans notre pays, avec du coup des réseaux qui sortent de terre. Et j'ai bon espoir que assez rapidement, rien qu'avec cette action de relance du marché, qui n'est pas négligeable, comme vous l'avez bien compris, on puisse commencer à être dans des positions un petit peu meilleures dans les classements. Pour autant, le marché ne peut pas tout. Parce que le marché, il s'arrête naturellement aux frontières de la rentabilité. On peut toujours les repousser un petit peu. Mais il y a un moment où installer un pylône pour apporter la 4G dans un endroit où il y a quasiment personne, je veux dire, à un moment, la réalité économique, elle a vie dure. Ça n'est pas rentable. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup poussé à l'ARCEP pour l'organisation d'un New Deal, d'un accord de place qui a été passé donc, entre le gouvernement, l'ARCEP et les 4 opérateurs mobiles, une espèce d'accord dans lequel, en échange de l'accès à certaines fréquences, auxquelles ils avaient déjà accès, qui ont été, dont
quand il a été acté le renouvellement, eh bien, les opérateurs s'engagent à investir massivement dans les zones rurales. Donc, de l'ordre de... Enfin, c'est difficile encore de dire une estimation moyenne. La fourchette basse de cette estimation, c'est plus de 3 milliards d'euros vont être investis par les opérateurs mobiles dans les prochaines années pour apporter la 4G dans les zones rurales. Et alors pourquoi avoir fait ce choix de la 4G plutôt que d'apporter la fibre dans toutes les zones rurales ? En fait, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a un plan qui préexiste, qui s'appelle le plan France Très Haut Débit, qui avait été initié sous Nicolas Sarkozy, continué, complété sous François Hollande, et qui a été conforté et complété sous Emmanuel Macron. Donc c'est un plan qui maintenant commence à être bien installé et qui prévoit d'apporter 30 mégabits, donc le fixe, pour tous en 2022, avec une part très importante qui sera réalisée en fibre optique. Autour de 80% de la population sera accordée en fibre optique. L'ARCEP y contribue, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc il y a bien cette ambition qui existe par ailleurs. Mais nous, à l'ARCEP, avons insisté sur le mobile, en complément du fixe. Pourquoi ? Parce qu'on voit l'explosion des usages mobiles. Excusez-moi, c'est peut-être une évidence pour vous, mais je veux dire, depuis 3-4 ans, maintenant, les gens téléphonent plus avec leur mobile qu'avec leur fixe. Les gens téléphonent chez eux. Vous téléphonez tous avec votre mobile chez vous, pourtant vous avez un fixe. Bon. Le temps passé sur les écrans a totalement basculé du fixe vers le mobile. Pas encore la quantité de données, parce que la télévision, la vidéo, ça en consomme beaucoup. Et la courbe qui s'est croisée cette année, c'est que le mobile est devenu le principal réseau d'accès à Internet et aux communications des Français. Et on s'attend à ce que l'année prochaine, il y ait plus de gens connectés à l'Internet mobile qu'à l'Internet fixe. Et donc, cette bascule, elle fait que tous ceux qui se baladent un peu dans les territoires, je vois la vice-présidente de la région Rhône-Alpes-Auvergne, savent quelle est la souffrance des territoires ruraux ou même périurbains sur à la fois la couverture et la qualité du service mobile. Et donc, nous avons beaucoup milité pour ne pas apporter que l'Internet à la maison, ce qui est évidemment très important, mais aussi apporter le mobile dans les lieux de vie, dans les lieux de travail, dans les axes de transport, de manière vraiment massive pour répondre à cette demande des Français. Donc c'est vraiment les deux. Alors la prochaine étape pour les réseaux télécoms, c'est l'arrivée de la 5G. Les entreprises peuvent déjà réaliser en France des expérimentations. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elles se saisissent du sujet maintenant et qu'est-ce qu'il y a comme opportunité pour leur business ? Alors il y a toujours deux manières de présenter les choses. Il y a les opportunités et les menaces. Moi, je suis gendarme, donc je vais vous parler des menaces. Bon. Donc là, j'ai écrit un courrier à tout un tas de responsables d'infrastructures portuaires, aéroportuaires, de grands patrons d'entreprises, de verticales de l'économie, pour leur signaler l'existence de ces pilotes auxquels nous invitons tout le monde à se saisir sur la 5G. Le port d'Hambourg a un accord avec Deutsche Telekom pour connecter le port. Okay ? Donc ça veut dire que cette infrastructure, qui est un port, va être demain connecté avec les containers, avec les engins logistiques. Il va s'interfacer avec les bateaux, les transporteurs qui vont venir des autres pays, avec toute l'infrastructure logistique après pour les camions, le fret, etc., pour apporter tout ça. L'Allemagne, elle est à fond sur la 5G. Hambourg, je vous parlais d'Hambourg. L'automobile, Das Auto, ils sont galvanisés sur la 5G. Ils n'ont que ce mot à la bouche. Connected car, voiture connectée. C'est l'avenir de la voiture va être connecté. Sur la conduite, sur tout ce qui va se passer dans l'habitacle. Vous savez qu'on va parler avec notre voiture de plus en plus. Au départ, elle va continuer à... Enfin, c'est nous qui allons continuer à conduire. Donc on aura les mains prises. Mais ça va être génial. On va parler à l'assistant vocal, on va lui demander de faire les courses, 1 kilo de poireaux, machin, etc. Voilà. Comme ça, en conduisant, puis l'assistant vocal, il va commander les trucs. Donc la voiture connectée, bien sûr, et puis plein de services qui sont liés à la route elle-même, des alertes. Vous avez une fonctionnalité que je trouve vraiment géniale, c'est vous pouvez vous connecter à la voiture qui est devant vous, qui a une petite caméra à l'avant de sa voiture, et en fait, on peut reconstituer l'image comme si la voiture n'était pas devant vous. Donc vous voyez pleinement la route. Bon, ça vous accompagne aussi dans le freinage, hein, parce qu'il ne faudrait pas faire des erreurs. Bien sûr. Et donc,
tout le secteur automobile allemand est complètement à fond sur la 5G. Alors, toujours, mes chers amis allemands, bien évidemment, dans le secteur industriel. Siemens, la 5G est un élément clé de sa stratégie pour les usines connectées. Il y a plein de technologies d'Internet des objets, mais dans ces technologies d'Internet des objets, la 5G va jouer un rôle extrêmement important. Siemens se voit comme l'App Store de l'industrie 4.0. Donc, il y a des opportunités, c'est certain, on le voit, qu'elles sont saisies par d'autres pays. Moi, je vois que l'Italie est très mobilisée, toute la vallée du Pô, il y a des pilotes qui sont en train de se développer sur la 5G. Le Royaume-Uni est en train de préparer une attribution de fréquence sur la 5G. Donc, aujourd'hui, il y a une menace sur la compétitivité des infrastructures françaises, des industries françaises, de l'ensemble des secteurs économiques français, s'ils ne vont pas assez vite vers la 5G. Donc, très clairement, nous voulons donner les moyens. Vous posez la question, est-ce que l'État est grand architecte ou grand serviteur? Bon, moi j'ai envie de dire les deux en général. En l'occurrence, nous voulons vraiment que ce soit les entreprises qui soient les pilotes dans l'avion de la 5G, qu'elles se saisissent de ces technologies. Nous avons fait quelque chose d'assez nouveau. D'habitude, on donne les fréquences aux opérateurs télécoms. Ensuite, les opérateurs télécoms fournissent des services aux entreprises. Et là, on s'est dit, bon, on va aussi permettre aux opérateurs télécoms de faire des pilotes pour tester, non seulement, c'est pas que des tests techniques, c'est vraiment des déploiements grandeur nature, mais on va s'adresser directement à tous les utilisateurs. Donc moi, mon message aujourd'hui, c'est à toutes les entreprises qui souhaitent se saisir de cette question. 5g@arcep.fr, c'est notre guichet. Vous pouvez vous renseigner pour savoir quelles sont les fréquences disponibles à l'endroit où vous vous situez. On a déjà identifié 9 sites, 9 villes où c'était possible, mais ça peut être possible dans d'autres endroits. On a été contacté par La Réunion qui nous demandait s'il y avait des fréquences et on a dit que oui. Donc pour pouvoir lancer ces pilotes, donc un pilote c'est un port connecté, c'est une bretelle d'autoroute connectée, c'est un hôpital connecté. C'est ça, un pilote, c'est pas 2 mâts avec un test technique pour vérifier si ça marche. Moi, je pense que ça marche, il n'y a pas de problème. Donc les expérimentations techniques, il faut peut-être les faire, mais ce n'est pas ça le sujet. Donc l'idée, c'est d'avoir des déploiements grandeur nature pour que la France soit bien positionnée en matière d'infrastructure. Et ce n'est pas le truc habituel de dire « Oh là là, la France est en retard sur la 4G ou sur la fibre », comme on l'a dit tout à l'heure. Là, je veux dire, c'est pire en termes de compétitivité pour l'économie, puisque la 5G, c'est d'abord des usages B2B, avant même d'être des usages B2C, comme je l'ai indiqué avec les infrastructures connectées, etc. Donc, si on veut être un pays qui revient en compétitivité sur notre écosystème industriel, si on croit à la French Fab, eh bien, il faudra aussi qu'on soit fort sur la 5G. Donc, il y a vraiment, moi je lance un appel à la mobilisation générale pour se saisir de cette technologie rapidement et ne pas regarder les trains passer et au risque de voir nos chers camarades, mais néanmoins concurrents allemands, prendre un envol irrattrapable. Merci, ça nous amène à la fin de notre table ronde. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que l'un de vous souhaitait réagir ou ajouter quelque chose ? Non, très bien. Eh ben, oui, allez-y, Nicolas Mansara. Non, je voulais faire une petite note d'optimisme pour le futur, là, en prenant un exemple sectoriel qui est la santé. Quand on aborde le numérique dans la santé, en fait, on peut l'aborder en disant demain, l'intelligence artificielle va analyser les radios, etc. C'est superbe, mais c'est pas ça qui transforme numériquement le secteur de la santé. En fait. Pendant des années, en France, on a eu un mal fou, parce qu'entre le ministère, les payeurs d'un côté, les opérateurs de santé, les professionnels de santé, tous ces gens-là ont des intérêts complètement distincts. Et on a eu un mal fou à faire émerger une transformation du système qui résolve à la fois ces problèmes financiers de sustainabilité, qui améliore la vie des patients et puis qui rend le système plus efficient. Et en fait, maintenant, je pense que la maturité est venue de comprendre les apports du numérique sur l'ensemble de la chaîne, de comprendre comment, finalement, en restant chez soi, en étant accompagné par des services à la personne et en éventuellement en partageant quelques données, on peut éviter de tomber malade et donc d'aller aux urgences. Et quelque part, on commence à avoir la maturité de la démarche de transformation du secteur de bout en bout, du patient avant d'entrer dans le système de santé jusqu'à sa sortie. Il reste une réforme structurelle à faire, c'est-à-dire faire en sorte que quelque part, les blocages des uns des autres qui n'ont pas tous le même objectif fassent que les réformes ne se font pas, que l'adoption ne se fait pas. Et quelque part, le rôle de l'État, en tant qu'architecte, est, à mon sens, d'arriver à faire évoluer ces frontières et d'aligner tout le monde derrière une volonté de transformation
pour qu'enfin on arrive à, dans mon exemple, numériser le système de santé et en tirer les bénéfices. Et la maturité est probablement en train d'arriver. En tout cas, moi, c'était ma vision optimiste de la chose. Ben merci Nicolas Montsara, vous nous faites une transition parfaite puisque nous allons accueillir David Guez qui est directeur de We Health by Servier et qui va justement nous expliquer comment le numérique permet d'adresser des questions liées aux maladies. Merci de nous avoir suivis.